Bonjour à tous, on se retrouve pour cette correction du sujet de brevet de mathématiques Métropole Antilles-Guyane du 26 juin 2023. Donc pour ceux qui viennent de terminer l'épreuve ou pour ceux qui veulent se préparer aux futures épreuves de brevet, regardez cette correction. C'est un excellent moyen de préparer la suite. Le sujet de cette année n'était pas extrêmement difficile, mais il fallait bien faire attention à la lecture des consignes. Alors on commence tout de suite. Dans l'exercice 1, on vous disait quoi? Un opticien vend différents modèles de lunettes de soleil. Il reporte dans le tableur ci-dessous des informations sur 5 modèles vendus pendant l'année 2022. Donc, vous avez modèle 1, modèle 2, modèle 3, etc. sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, le nombre de paires de lunettes vendues pour chaque modèle. Et attention, sur la troisième ligne, le prix à l'unité en euros. Alors, en première question, on vous disait quoi? Montrez que l'étendue des prix de ces paires de lunettes de soleil est de 85 €. Alors, on se souvient, quand on a une série statistique, l'étendue, c'est quoi? C'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Alors, il fallait bien faire attention, puisque là, on cherchait l'étendue des prix. Donc, on va regarder dans quelle ligne les prix sont donnés dans la troisième ligne. Donc, le plus grand prix, c'est 160. Le plus petit prix, c'est 75. Donc, on va faire quoi? Prix maximal moins prix minimal, 160 moins 75, et on va bien tomber sur 85 €. L'étendue des prix de ces paires de lunettes est bien de 85 €. On passe à la question suivante. Alors, on vous disait, premièrement, quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2, c'est-à-dire ici, pour calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022? Alors, le plus simple, c'était d'écrire quoi? Une formule, déjà, on va commencer par égal, et après, on pouvait utiliser la fonction somme. Alors, elles vont de où à où? Les valeurs qu'on va additionner de B2 jusqu'à F2. Donc, on va faire somme de, entre parenthèses, B2, 2 points, F2. On pouvait également écrire égal B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2. C'était un peu plus long, mais ça marchait totalement. On vous demandait maintenant, en deuxième partie, de réaliser ce calcul. Donc, on va faire quoi? Donc, le nombre total, je vais l'appeler T. 1200 plus 950 plus 875 plus 250 plus 300. Ça nous donnait un total de combien? De 3575. Le nombre total de paires de lunettes vendues en 2022 est de 3575. On passe à la suite. Pour la question 3A, on nous disait quoi? Calculer le montant total en euros des ventes des paires de lunettes de soleil en 2022. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, on a combien de modèles 1 qui ont été vendus? 1200 à 75 €. Combien de modèles 2? 950 à 100 €. Combien de modèles 3? 875 à 110 €. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Montant total 75 fois 1200 plus 100 fois 950 plus 110 fois 875 plus 140 fois 250 plus 160 fois 300 90 000 plus 95 000 plus 48 000, ce qui nous fait un total de 364 250. On n'oublie pas de conclure que le montant total des ventes des paires de lunettes de soleil est de 364 250 € en 2022. Maintenant, on vous demandait de calculer le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil vendues en 2022.
donc d'arrondir ce résultat au centième près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. On connaît la recette totale pour les ventes de 2022, c'est-à-dire 364 250. On sait qu'on a vendu également 3 575 paires de lunettes. Donc pour avoir le prix moyen d'une paire de lunettes, c'est-à-dire si toutes les lunettes avaient le même prix, pour arriver à 364 250, on doit faire quoi? Le prix moyen doit être 364 250, la recette totale, divisée par le nombre de paires de lunettes vendues. Alors, je fais mon calcul. Je trouve 101,88 et des poussières. Donc, nous, on veut une valeur arrondie au centime près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, hein, c'est au centième près. Donc, on prendra 101,89. D'accord? Puisqu'on a 888. Donc, on est plus proche de 101,89 que de 101,88. Et on répond, le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil vendue en 2022 est d'environ 101,89. Voilà pour l'exercice 1. Alors, dans l'exercice 2, on vous proposait un petit problème. Sur la figure ci-dessous, BCDE, ici, est un rectangle. BAE est un triangle rectangle en A. La perpendiculaire à la droite CD, passant par A, coupe cette droite en H. Et on vous disait pour finir, les droites AE et CD se coupent en F. Alors, on nous donnait des informations, attention sur les mesures. AB, qui est ici, égal BC, on avait les codages, mais tout ça, ça vaut combien? Ça vaut 4,2 cm. Ensuite, on nous disait que EB était égal à EF, est égal à 7 cm. Pour commencer, on vous demandait quoi? Montrer que l'aire du rectangle BCDE, qui est ici, est égal à 29,4. Comment on calcule l'aire d'un rectangle déjà? On sait que c'est longueur fois largeur. Donc la longueur BE, la largeur BC, on va faire quoi? BE fois BC. On connaît BE, on connaît BC, puisque dans les données, on nous disait quoi? Que BE, c'était égal à EF, c'était égal à 7 cm. Donc ici, ça fait 7 cm. Ensuite, on nous disait aussi que AB égale BC était égal à combien? À 4,2 cm. Donc je vais faire quoi? BE 7 fois BC 4,2. 7 cm fois 4,2 cm. Si je tape sur ma calculatrice 7 fois 4,2, ça va bien me donner 29,4. Des centimètres multipliés par des centimètres, ça fait bien des centimètres carrés. L'aire du rectangle BCDE est bien égale à 29,4 cm carrés. On continue. Montrer que la longueur AE est égale à 5,6 cm. La longueur AE, elle est où? Elle est ici. Donc on cherche cette longueur. On voit qu'on connaît AB, qu'on connaît BE, et que le triangle ABE, il est comment? Il est rectangle. Donc je connais 2 longueurs sur 3 dans un triangle qui est rectangle. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Le théorème de Pythagore. ABE est un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité de Pythagore, elle nous dit quoi? Le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire BE au carré, est égal à AB carré plus AE carré, la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. On remplace les longueurs connues par leur valeur. BE au carré, ça devient 7 au carré. AB au carré, ça va faire 4,2 au carré, plus le carré de AE que l'on cherche. Donc 7 au carré, ça fait 49. 4,2 au carré, 4,2 fois 4,2, ça nous fait combien? 17,64. Plus
AE carré. Maintenant, je cherche la valeur de AE au carré. Ça va nous faire quoi? Je fais 49 moins 17,64. Ça fait 31,36. On est presque au bout. Je cherche maintenant le nombre positif dans le carré 31,36. Comment je trouve AE? En faisant racine carrée de 31,36. Et ça me donne bien 5,6. D'accord. Il ne nous reste qu'à conclure. La longueur AE est bien égale à 5,6 cm. On avait terminé pour le petit a de la deuxième question. On poursuit. On vous disait quoi ensuite? Calculer l'aire du triangle rectangle ABE. Alors, on rappelle, ici, on a 4,2 cm. Ici, on vient de montrer que ça faisait combien? 5,6 cm. C'est un triangle rectangle, donc un demi-rectangle. On va multiplier la longueur des côtés de l'angle droit et penser à diviser par 2. Donc, l'aire de ABE, ça correspond à quoi? À AB fois AE, le tout divisé par 2. Donc si on remplace AB c'est 4,2, AE c'est 5,6, on va faire 4,2 fois 5,6 divisé par 2. Ça nous fait 23,52 cm², à diviser par 2, ce qui nous fait 11,76 cm². Donc on conclut, l'aire du triangle ABE est de 11,76 cm². Petit 3a, on vous disait montrer que les droites ED et HA sont parallèles. Alors, on le voit par rapport au codage, ça nous rappelle ce qui était dit un peu plus tôt. On nous avait dit que la droite AH, c'était la droite qui était perpendiculaire à CD. BCDE, c'est un rectangle. Donc, on sait qu'ici, ED est aussi perpendiculaire à CD ou à CF. Donc, quand on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite, on sait depuis la sixième que ces deux droites, elles sont parallèles. D'accord? Donc, tout simplement, on va écrire, je sais que les droites AH et ED sont perpendiculaires à CD. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Conclusion, AH est parallèle à ED. On termine. Calculer la longueur AH. La longueur AH, c'est la longueur de ce segment. Alors, comment pourrais-je trouver cette longueur? Est-ce que je vais de nouveau utiliser le théorème de Pythagore, parce que je vois ici un angle droit? Donc, je pourrais me dire le triangle AHF, il est rectangle. Alors, on va faire un petit peu le point sur tout ce qu'on connaît. Je sais qu'ici, c'est 5,6. Ok, 5,6 cm. Ici, grâce au codage, je sais que c'est la même chose que là, donc c'est 7 cm. Donc je peux en déduire quoi? Je peux en déduire, si je veux, la longueur de AF. 5,6 plus 7, ça fera 12,6 cm. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? On rappelle qu'on cherche AH. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre ici? On rappelle que BCDE, c'est un rectangle. On avait BC qui valait combien?
4,2 cm. Donc ED, il fait combien aussi? Il fait 4,2 cm. Ah, là, je commence à avoir des choses sympas qui apparaissent. On a montré à la question précédente que les droites AH et ED, elles étaient parallèles. Si on regarde bien, on reconnaît quoi là? Petit triangle, grand triangle. Ces deux triangles, ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Donc, puisque les droites ED et AH sont parallèles, ils sont en configuration de Thalès. Alors, est-ce qu'on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès pour pouvoir calculer la longueur qui nous manque? Ben, on regarde. Petit triangle, je connais FE. On a vu qu'on pouvait en déduire pour le grand triangle la longueur FA. Qu'est-ce que je connais d'autre pour le petit triangle? Je connais la longueur ED qui est quoi? Qui est la longueur associée à AH pour le grand triangle. Donc avec l'égalité des rapports du théorème de Thalès, j'ai 3 longueurs sur 4 là pour 2 quotients. Donc je vais pouvoir calculer la longueur manquante. Alors on va écrire tout ça. On regarde le point commun des deux droites. On va dire les droites AE et HD sont séquentes en F. On rappelle que les droites AH et ED sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, on va avoir quoi? FE sur FA, si je fais petit sur grand, égale à FD sur FH égale ED sur AH. Bon, je commence à écrire ça. On poursuit en remplaçant les longueurs connues par leur valeur. Alors on va un petit peu expliquer d'où viennent certains résultats. D'accord? Puisque E appartient à AF, alors comment on trouve AF? On fait AE plus EF, c'est-à-dire soit AE est égal à 5,6 cm plus 7 cm égale 12,6 cm. Maintenant, on rappelle comment on a trouvé ED, puisque BCDE est un rectangle. Donc ED égale BC égale 4,2 cm. Alors, on a ainsi FE, ça fait 7 sur FA 12,6. FD, on ne le connaît pas. FH, on ne le connaît pas non plus. Ensuite, ED, on le connaît, c'est 4,2 cm. Et on cherche quoi encore? On cherche AH. Donc, on va utiliser quoi? L'égalité entre le premier quotient et le troisième quotient. On peut dire quoi? 7 sur 12,6 égale 4,2 sur AH. D'accord? Donc c'est cette égalité-là qui va nous intéresser. Si j'applique les produits en croix, ça me donne quoi? 7 fois AH égale 12,6 fois 4,2. Et donc pour trouver AH, je vais faire quoi? 12,6 fois 4,2 divisé par 7. AH est donc égal à 7,56 cm. On conclut, la longueur AH est égale à 7,56 cm. On passe maintenant à l'exercice 3, où vous aviez un QCM, à chaque fois 3 réponses et une seule réponse exacte. Donc on vous demandait à chaque fois de recopier sur votre copie le numéro de la question et la réponse, et vous n'aviez aucune justification à donner. Allez, on y va, c'est assez rapide. Dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de filles dans cette classe? Vous n'aviez pas besoin de donner de justification. Je vais quand même expliquer un petit peu les résultats pour ma part. Ici, vous deviez calculer combien ça fait 60% de 25 élèves. Si on applique simplement la règle vue depuis la 6e, 60% de 25, c'est 60 sur 100 fois 25. Et donc, ça nous donnait 0,6 fois 25. D'accord? Et ça donnait bien 15. Donc là, il fallait dire
Question 1. Réponse B. Maintenant, quelle est la décomposition en produit de facteur premier de 126? Alors, on nous donnait trois propositions, 2 fois 9 fois 7, ou 2 au carré fois 5 au carré plus 2 fois 13, ou 2 fois 3 au carré fois 7. Alors, ça ne peut pas être la réponse A. Pourquoi? Parce que 9, ce n'est pas un facteur premier. D'accord? Ça ne peut pas être la réponse B, puisque on voit qu'il y a une addition. Or, un produit de facteur, un produit, c'est uniquement des multiplications. Et c'est bien la réponse C, puisque 2 est un nombre premier, 3 au carré, c'est le carré de 3 qui est un nombre premier, et 7, c'est un nombre premier. Donc là, on écrivait quoi? Question 2. Réponse C. On continue. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes et 20 jetons bleus. Tous indiscernables au toucher. Ça veut dire qu'on ne peut pas les reconnaître au toucher. On tire au hasard un jeton du sac. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Alors, 17 plus 23 plus 20, ça nous fait 60. S'il y a 20 jetons bleus, ça veut dire qu'il reste combien de jetons qui sont rouges ou jaunes? Ça en fait 60 moins 20, 40. Donc, on a 40 chances sur 60 d'avoir un jeton qui est rouge ou jaune. Mais 40 sur 60, si je cherche à le simplifier, c'est comme 4 sur 6. Et 4 sur 6, c'est la même chose que 2 sur 3. Alors attention, c'était la réponse A. Il y a des élèves qui ont choisi 0,6. Non, 0,6, c'est simplement une valeur approchée. Si on fait 2 divisé par 3, en effet, ça fait 0,66, etc. D'accord? Mais la valeur exacte, c'est 2 tiers. Donc là, on disait quoi? Question 3. Réponse A. On poursuit sur l'octogone. Octogone, un polygone à 8 côtés. Sur l'octogone régulier, ça veut dire que tous les côtés en plus ont la même longueur et donc que tous les angles ici, ils ont la même mesure. Donc sur l'octogone régulier ci-dessous, quelle est l'image du segment DC qui est là par la rotation de centre O qui transforme A en D? Alors, si on repère A et D, par rapport à O, comment on passe de A en D? On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, on rappelle que tous les angles, ils ont la même mesure. Donc, on tourne 3 fois de l'angle A au B. Une fois, 2 fois, 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, si je fais pareil pour D et C, si je les fais tourner 3 fois de cette manière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, D, il vient en G, et C va bien venir en 1, 2, 3, il va bien venir en F. Donc l'image du segment DC par la rotation qui transforme le point A en D est le segment FG ou GF. Là, il fallait dire quoi? Question 4. Réponse B. Alors, on a une dernière question. Quel est le volume d'un pavé droit de hauteur 1,5 m et de base rectangulaire de 2 mètres de longueur et 1,3 m de largeur? On se souvient que le volume d'un pavé droit, d'un parallélépipède rectangle, c'est quoi? Longueur fois largeur fois hauteur. La longueur et la largeur, c'est quoi? C'est 2 mètres et 1,3 m. Donc on fait 2 fois 1,3 m fois 1,5 m. 2 fois 1,3, ça nous donnait 2,6. Je multiplie par 1,5, ça veut dire que je prends 2,6 et la moitié de 2,6, 1,3, ça nous donne 3,9. Des mètres fois des mètres fois des mètres, ça donne des mètres au cube. Alors attention, dans les propositions qu'il y a, la seule où on a un 3 et un 9 qui apparaît, c'est la réponse B. On va quand même vérifier. On nous rappelle que 1 mètre cube, on vous donnait tout, c'est 1000 litres. Donc si moi j'ai 3,9 mètres cubes, j'ai 3,9 fois 1000 litres. Donc c'est la réponse B. Donc question 5, il fallait répondre. Réponse B. Et on avait terminé pour ce QCM.
un exercice 4 qui ressemblait beaucoup à un exercice qui est sorti récemment au brevet, hein, sur le centre Pompidou. On vous disait quoi? On veut fabriquer un escalier en bois de hauteur 272 cm. Donc ici, on devra avoir 272 cm. La figure ci-dessous représente une vue de profil de cet escalier. La hauteur d'une marche ici, elle est de 17 cm. Et la profondeur d'une marche pour poser le pied mesure 27 cm. On va voir que cet exercice, il pouvait paraître un petit peu difficile et qu'en fait, les réponses elles étaient très faciles. Alors on y va. Première question, montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier. On sait que la hauteur totale de l'escalier, on l'a dit tout à l'heure, ça doit être combien? Ça doit être 272 cm. Or, on sait que chaque marche, elle fait quoi? Elle fait 17 cm de haut. Donc combien on va avoir de fois 17 cm pour atteindre 272 cm? On va faire quoi? Nombre de marches, ça va correspondre à quoi? La hauteur totale, la hauteur de l'escalier, divisé par la hauteur d'une marche. Et ça nous donne quoi? 272 cm divisé par 17 cm pour une marche, d'accord? Par marche. Et donc ça nous donne bien 16 marches. D'accord? On conclut. Il faut donc bien prévoir 16 marches. Montrer que la longueur AB, qui est ici, est égale à 432 cm. Donc si on a 16 marches maintenant, comme ça, juxtaposées, et que chaque marche, elle a une profondeur de, on l'a dit tout à l'heure, 27 cm. Comment on va faire pour trouver la longueur AB? On va faire 16 fois la profondeur d'une marche. Donc ça fait 16 fois 27 cm, et 16 fois 27, ça fait bien 432. La longueur AB est bien égale à 432 cm. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pour permettre une montée agréable, l'angle BAC qui est ici doit être compris entre 25 et 40 degrés. On vous demandait de calculer la mesure de l'angle BAC qui est là. Alors si on fait un petit peu le point sur les informations qui nous sont données. Ici, on a un angle droit. On rappelle également, on sait quoi? Que BC, ça mesure combien? 272 cm. On sait également que AB, on vient de le calculer, c'est 432 cm. Alors, j'ai un triangle rectangle ABC. Je cherche la mesure d'un de ces angles aigus. Je connais quoi? Je connais la longueur. Qu'est-ce que c'est BC? La longueur de son côté opposé. AC dans ce triangle, c'est l'hypoténuse, donc AB, ce sera le côté adjacent à l'angle. Donc je connais la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent à cet angle. Si je me souviens bien, qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition pour calculer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle connaissant de longueur? J'ai les formules trigonométriques. Donc si on prend un petit peu ce qu'on connaît, alors K, So, toi, si je regarde bien, qu'est-ce que je vais utiliser? Le cosinus, le sinus ou la tangente? C'est la tangente qui met en relation la mesure de l'angle, la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent à cet angle. Donc on y va, on rédige. Dans le triangle ABC rectangle B, on a... Alors on a dit qu'on utilisait la tangente. Tangente de l'angle BAC va être égale à quoi? Côté opposé BC sur côté adjacent AB.
Si je remplace les longueurs par leur valeur, ça nous donne que la tangente de l'angle BAC est égale à 272 sur 432. Connaissant la valeur de la tangente, comment je vais retrouver la mesure de l'angle? Je vais prendre ma calculatrice et je vais taper quoi? Arc tangente de 272 divisé par 432. Quand on tape arc tangente de 272 divisé par 432 à la calculatrice, on trouve 32,19 et des poussières. Donc la valeur arrondie au degré près sera 32 degrés. Et on n'oublie pas la conclusion, l'angle BAC mesure environ 32 degrés. Maintenant, on vous disait, l'escalier permet-il une montée agréable? Est-ce qu'on a bien un angle qui est compris entre 25 et 40 degrés? La réponse est oui, puisque BAC est compris, la mesure de l'angle BAC est comprise entre 25 et 40 degrés. L'escalier permettra une montée agréable. On disait quoi ensuite? On rédige le programme ci-contre avec le logiciel Scratch pour dessiner cet escalier. 1 cm dans la réalité est représenté par un pas dans le programme. Recopier les lignes 5, 6, 7 et 9 sur la copie en les complétant. Alors, on regarde bien, quand le drapeau est cliqué, notre lutin il s'oriente à 90 degrés. On rappelle que s'oriente à 90 degrés, c'est comme ça, horizontalement, pour partir vers la droite. On veut tracer des marches, elles sont comment nos marches? Comme ceci. Donc, le lutin, au départ, il est comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On doit le faire tourner à gauche, avancer, tourner à droite et avancer. Voilà comment on va tracer à chaque fois une marche. Alors, et ça, on va devoir le reproduire combien de fois? On a dit qu'on avait combien de marches au départ? On en avait 16. Donc ici, il fallait mettre 16. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On va répéter 16 fois quoi? On a dit tourner à gauche de 90 degrés. On avançait, on montait de combien? On avait dit la hauteur, c'était d'une marche 17 cm. Et on nous dit 1 cm, c'est un pas. Donc on va dire avancer de 17 pas. Une fois qu'on est là, on tourne à droite de 90 degrés. Et on avance de combien? 27 cm, c'est 27 pas. Voilà simplement pour cet exercice. On finit avec l'exercice 5. L'exercice 5, un exercice qui est un grand classique aussi. Voici deux programmes de calcul. Le programme A, il vous dit quoi? Choisir un nombre, multiplier ce nombre par moins 2 et ajouter 5 à ce résultat. Le programme B, il vous dit choisir un nombre, soustraire 5 à ce nombre, multiplier le résultat par 3 et ajouter 11 au résultat. Première chose, on vous disait, montrer que si on choisit moins 3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Alors tout simplement, on y va. On peut faire étape par étape. Moins 3. Je fais quoi après? Multiplier par moins 2, ça fait moins 3 fois moins 2. Ça nous fait 6. Et on ajoute 5. 6 plus 5, ça fait bien 11. Donc si on choisit moins 3 comme nombre de départ, on obtient bien 11 avec le programme A. On continue. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit 5,5 comme nombre de départ? Alors, je prends 5,5. Soustraire 5 à ce nombre. Je fais 5,5 moins 5. Ça nous fait 0,5. Ensuite, multiplier le résultat par 3. 0,5 fois 3, ça nous fait 1,5. J'ajoute 11 au résultat. 1,5 plus 11, ça fait 12,5.
Si on choisit 5,5 comme nombre de départ, on obtient donc 12,5 comme résultat avec le programme B. Alors, par la suite, on vous disait quoi? En désignant par x le nombre de départ, on obtient moins 2x plus 5 comme résultat avec le programme A. Montrer qu'avec le même nombre de départ, le résultat du programme B est égal à 3x moins 4. Alors déjà, regardez, si j'ai x dans le programme A, je le multiplie par moins 2, ça fait bien moins 2x. J'ajoute 5, j'obtiens bien moins 2x plus 5. Si je fais la même chose en prenant x comme nombre de départ, je l'applique au programme B. Je soustrais 5, ça fait x moins 5. Attention, je veux ensuite multiplier le résultat par 3. Je suis obligé de mettre des parenthèses, car si je ne mets pas des parenthèses, il y aura uniquement moins 5 qui sera multiplié par 3. Or, moi, c'est le résultat précédent, c'est x moins 5. Je veux faire la soustraction en priorité. C'est x moins 5 que je veux multiplier par 3. Donc, j'écris x moins 5 entre parenthèses fois 3. Si je veux, regardez, je peux l'écrire simplement 3 facteurs de x moins 5. Dernière étape, j'ajoute 11. Pour le moment, je n'ai pas du tout le résultat attendu. 3x moins 11, c'est une forme développée réduite. Comment je vais faire disparaître cette parenthèse et ce produit? Tout simplement en utilisant la distributivité. Je vais développer l'expression. Si je distribue le 3 avec x avec moins 5, ça va me faire quoi? 3 fois x moins 3 fois 5. J'oublie pas le plus 11 qui était derrière la parenthèse. Maintenant, 3 fois x, c'est 3x. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, je suis à 3x moins 15 plus 11. Je réduis les nombres connus. Moins 15 plus 11, ça fait bien moins 4. Et donc, j'arrivais bien à montrer que si on choisit x comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme B est bien égal à 3x moins 4. Alors, à la question 3, petit a, on vous disait, on a représenté ci-contre les fonctions f et g définies par f de x égale moins 2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4, associées en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Donc, on voit que la fonction f, elle modélise quel programme? Elle traduit quel programme? Elle traduit le programme A, puisqu'on multiplie par 2 et on ajoute 5. Et la fonction g, elle modélise bien le programme B, puisqu'on a vu que le programme B, il donnait quoi comme résultat? Si on prenait x comme nombre de départ, on obtenait 3x moins 4. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. On voit tout d'abord que f et g, ce sont deux fonctions qui sont comment? Qui sont affines, parce qu'elles sont de la forme a fois x plus b. Alors vous aviez uniquement deux droites qui étaient données, et vous deviez dire laquelle était associée à f, laquelle était associée à g. Les représentations graphiques d'une fonction affine, effectivement, ce sont des droites. Alors, regardons bien. Soit je regarde le coefficient directeur de chacune de ces droites. La droite ici, elle descend. Donc, le coefficient directeur, il doit être négatif. Là, la droite, elle monte. Le coefficient directeur, il est positif. Quand on regarde, dans a fois x plus b, le coefficient directeur, ça correspond au coefficient a. Ici, il vaut combien mon coefficient a? Il vaut moins 2. Ici, il vaut 3. Donc, quand c'est moins 2, c'est un coefficient négatif. La droite, elle descend, ça correspond à la droite D2. Là, j'ai un coefficient positif. La droite, elle monte, ça correspond à D1. On pouvait aussi observer la valeur du B, de l'ordonnée à l'origine. La droite, elle va passer à chaque fois par le point de coordonnée 0B. Ici, le B, il vaut plus 5. Quelle est la droite qui passe par le point de coordonnée 0, plus 5 ou 0,5? C'est bien la droite D2. Ici, le B, il vaut moins 4. Donc, on sait que la droite qui est associée, elle va passer par le point de coordonnée 0, moins 4. Et c'était bien D1. Soit à partir du coefficient directeur A, c'est une petite explication, soit à partir de l'ordonnée à l'origine. On regarde le point de coordonnée 0B et on trouvait directement la droite qui était associée. Alors, il y a des élèves qui ont proposé également, puisque de toute façon, c'était soit l'une ou soit l'autre, ils ont calculé l'image d'un nombre. Par exemple, ils ont pris 1. Quelle est l'image de 1 par la fonction f et par la fonction g? Si je fais f de 1, ça fait moins 2 fois 1, moins 2 plus 5, ça donne 3. Le point de coordonnée 1, 3 appartiendra à la droite associée à f. Et le point de coordonnée 1, 3, il est sur qui? Il est sur D2. Et si je calcule g de 1, regardez, 3 fois 1, 3, moins 4, ça fait moins 1. Le point de coordonnée 1, moins 1. D'accord? Il appartient à D1.
Donc D1, c'est la droite associée à la fonction G. Alors ensuite, on vous disait par lecture graphique, donnez le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g. Donc si un nombre a la même image par la fonction g, graphiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va chercher un point qui appartient à la fois à D1 et à D2 et qui aura la même ordonnée. On l'a où ce point? On l'a où ce point? On l'a ici, à l'intersection des deux droites. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le nombre de départ. Donc on va le lire en abscisse. On est entre 1,5 et 2, on est plus proche de 2, donc on peut dire 1,8. Donc là, on pourrait répondre le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g semble être 1,8. On finit, on vous disait quoi? Déterminer par le calcul le nombre de départ pour lequel les programmes A et B donnent le même résultat. On cherche pour quelle valeur de x le programme A va avoir le même résultat que le programme B. Le programme A, on a dit si on prenait x au départ, ça correspondait à quoi? Le résultat à moins 2x plus 5. Le programme B, ça donnait 3x moins 4. Donc on va résoudre quelle équation? Moins 2x plus 5 égale à 3x moins 4. On commence à se débarrasser du 3x qui est dans le nombre de droite. Qu'est-ce qu'on fait? Moins 3x à droite, moins 3x à gauche, moins 2x moins 3x, ça nous donne moins 5x plus 5. Moins 5x plus 5 égale à moins 4. Maintenant, on va garder simplement les termes en x dans le nombre de gauche. On se débarrasse du plus 5 en faisant quoi? Moins 5 à gauche. Mais si je fais moins 5 à gauche, je fais aussi moins 5 à droite. Ce qui me donne moins 5x égale à moins 4 moins 5, c'est-à-dire moins 9. Qu'est-ce que c'est que moins 5x? C'est x qui a été multiplié par moins 5. Donc pour trouver x, on va faire quoi? On divise par 5 à gauche, on divise par 5 à droite. Moins divisé par moins, ça fait plus. 9 divisé par 5, ça fait 1,8. On retrouve bien le résultat de la question précédente, c'est-à-dire que le nombre de départ pour lequel les programmes A et B donnent le même résultat est 1,8. La correction de ce sujet de brevet de métropole Antibes-Guyane du 26 juin 2023 est maintenant terminée. Passez de bonnes vacances et à bientôt.